À Hawaï, des détectives trouvent un corps dans un cercueil de fortune. Mais pour retrouver le meurtrier, ils devront d'abord se fier à des insectes pour identifier la victime. On retrouve un cadavre sous une pile de détritus en bordure d'une route en Oklahoma. Même si les policiers disposent d'un suspect, c'est un entomologiste qui prouvera sa culpabilité. Au Mississippi, on retrouve une jeune famille brutalement assassinée dans sa maison à la campagne. Pour faire juger le coupable, les experts doivent trouver une façon d'établir le moment de la mort. Lorsqu'un meurtrier part sans laisser de traces sur la scène du crime, les enquêteurs ont parfois recours aux insectes pour trouver des réponses. Les entomologistes judiciaires peuvent ainsi rendre justice aux victimes de ces homicides en suivant à la trace prédateurs et parasites. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Le 24 octobre 1994, un homme en voiture sur la vieille autoroute d'Oahu à Hawaï remarqua quelque chose dans les bois tout juste à côté de la route. En s'approchant pour mieux voir, il constata qu'il s'agissait d'un gros coffre à outils. Curieux, il le força pour l'ouvrir et voir ce qu'il contenait. À l'intérieur, il trouva les restes d'un corps humain dans un état de décomposition avancée. Il alerta la police. Des policiers et des techniciens judiciaires du service de police d'Honolulu se rendirent sur la scène. Des traumatismes au crâne infligés avec force à l'aide d'un objet contondant indiquaient que la personne avait été assassinée. On ne trouva aucune pièce d'identité près des restes de la victime, apparemment un homme. Il y avait toutefois des centaines d'insectes à l'intérieur et à l'extérieur du cercueil de fortune. Ayant trouvé peu d'indices pour identifier la victime et déterminer à quel moment elle avait été assassinée, les enquêteurs appelèrent l'entomologiste judiciaire Lee Goff à la rescousse. Cet expert dans la croissance et le développement des insectes analyse les bestioles qu'on trouve sur un cadavre. Il peut ainsi estimer le temps écoulé depuis la mort d'un individu. Dans le coffre à outils, il trouva plus de 250 espèces d'insectes, notamment une colonie de fourmis qui s'était installée dans le crâne de la victime. Après avoir prélevé plusieurs dizaines d'échantillons, Goff retourna à son laboratoire de l'université d'Hawaï. Un examen du squelette de la victime révéla qu'il s'agissait d'un homme entre 50 et 60 ans qui mesurait environ 1,80 m. Les blessures au crâne étaient bien des blessures causées par un objet contondant. À l'exception des prothèses dentaires, il n'y avait aucune façon d'identifier la victime. Les enquêteurs commencèrent par fouiller les dossiers des personnes disparues. Plusieurs centaines d'entre elles pouvaient correspondre à la victime. Mais selon le détective Hal Fitchett, tant qu'on ne serait pas sûr de l'identité de l'homme, il serait pratiquement impossible de résoudre l'enquête. Dans les cas d'homicide, on doit identifier le corps ou le squelette. Dans ce genre d'affaires, si on veut que le jury prenne conscience que cette victime est morte et quel sort lui a réservé le meurtrier, on doit lui dire qui elle est et lui raconter exactement ce qui lui est arrivé. Pour établir avec certitude l'identité de la victime, les enquêteurs devaient avant tout découvrir à quel moment elle était morte.
Lee Goff avait la certitude que les insectes trouvés dans le cercueil de fortune détenaient la réponse. De manière générale, on examine les cycles de vie d'insectes ou le rythme d'apparition d'insectes divers sur le cadavre. L'horloge démarre dès que les premières mouches viennent pondre leurs œufs qui éclosent ensuite. Les asticots se mettent à se nourrir à même le corps, ils le transforment. Ce faisant, ils le rendent attrayant à un autre groupe d'insectes. Nous voyons donc toutes ces vagues successives d'insectes qui colonisent le corps. Chaque espèce en utilise une différente partie. Parmi les divers insectes trouvés, Goff identifia une espèce de mouche en particulier, Hermesia illucens. Les recherches en entomologie ont permis de démontrer que cette espèce n'est attirée par un cadavre que 30 jours après le début du processus de décomposition. Mais Goff remarqua également de nouvelles larves de cette espèce. Sachant qu'il faut 60 jours de plus entre le moment de l'arrivée de cette mouche jusqu'au moment de l'éclosion des œufs et du développement des larves, il en conclut que la victime était morte depuis au moins 90 jours. La présence d'une colonie de fourmis dans le crâne indiquait toutefois que la victime était morte depuis encore plus longtemps. Les fourmis cherchent un endroit sec pour y établir une colonie. Elles privilégient les endroits protégés et sûrs. Ces fourmis-là cherchaient davantage un abri qu'une source de nourriture dans ce corps. Pour déterminer à quel moment la victime était morte, Goff devait découvrir depuis combien de temps la colonie de fourmis se trouvait dans le coffre à outils. Il effectua des recherches sur la croissance et le développement des fourmilières. On retrouve diverses variétés de fourmis dans une même colonie. Chacune d'elles a un travail précis. Au départ, la fourmilière se compose principalement d'ouvrières au service de la reine, effectuant le travail de base et allant chercher des aliments. Lorsque la colonie atteint une certaine importance, elle commence à chercher à établir d'autres fourmilières. Il faut généralement 12 mois pour qu'une fourmilière atteigne cette dimension. C'est alors que la reine commence à produire d'autres fourmis reproductrices. Goff en trouva quelques-unes. Elles sont reconnaissables à leurs ailes qui leur permettent de quitter la colonie pour aller former la leur. Sachant que les fourmis n'étaient pas encore là au moment où les mouches Hermesia illucens avaient commencé à pondre, Goff en vint à la conclusion que la victime était morte depuis au moins 15 mois. Il tint ensuite compte du temps additionnel dont les insectes eurent besoin pour pénétrer dans le coffre à outils. Il estima enfin à 18 mois le temps écoulé entre le meurtre et la découverte du corps. Suite à l'analyse de Goff, les enquêteurs purent rapidement identifier la personne disparue. 18 mois plus tôt, on avait signalé la disparition d'un homme dont la description correspondait à celle de la victime. Les enquêteurs contactèrent la femme qui l'avait porté disparue. Elle déclara que son père, Barrias Costa, âgé de 55 ans, avait disparu en avril 1993. Elle l'avait vu pour la dernière fois quelques semaines avant sa disparition. Cet homme, qui était copropriétaire d'une entreprise de construction, était venu effectuer des travaux chez elle. C'était un père dévoué. Elle et lui étaient très proches. Selon elle, rien ne semblait le préoccuper. Peu de temps après cette visite, toutefois, il disparut sans explication. Des employés déclarèrent l'avoir vu pour la dernière fois à Waikiki, où il rénovait des appartements. Avant le départ des policiers, la jeune femme leur remit des photos de son père. Pour s'assurer que la victime du coffre à outils était bien lui,
les enquêteurs acheminèrent l'une des photos ainsi que le crâne au laboratoire d'identification centrale de l'armée américaine situé à Hawaï. Là, depuis de nombreuses années, les anthropologues judiciaires identifient les restes humains du personnel militaire disparu au combat depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour identifier une victime, Robert Mann a recours à la surimpression vidéo. À partir de photographies d'une personne manquante, les experts se servent de caméras vidéo pour générer une image du visage. Cette image est affichée sur un moniteur. Ensuite, par surimpression, le visage est placé sur une image vidéo du crâne non identifié. En se guidant sur les caractéristiques qui rendent chaque visage unique, les experts s'assurent que les structures osseuses s'ajustent au contour du visage de la photo. On prend le crâne recueilli sur la scène du crime, puis la photo de l'individu qu'on croit être la victime. À l'aide de 2 caméras vidéo, on superpose les 2 images en vérifiant si les caractéristiques osseuses sous la peau concordent avec les caractéristiques du visage. Les experts se mirent à la recherche de concordance entre le crâne trouvé dans le coffre à outils et les photos de Barry Ascosta. En se basant sur les importantes prothèses dentaires, ils constatèrent que la correspondance était parfaite. Sans l'ombre d'un doute, l'homme dont le cadavre avait été trouvé dans le coffre à outils était Barry Ascosta. Maintenant, il fallait découvrir qui l'avait abandonné à cet endroit et pour quelle raison. En analysant des insectes recueillis sur une scène de crime, l'entomologiste judiciaire Lee Goff avait permis aux autorités d'identifier des restes humains en décomposition. Barry Ascosta, l'entrepreneur de 55 ans, avait été assassiné 18 mois plus tôt et son corps avait été caché dans un coffre à outils. Maintenant, la police d'Honolulu à Hawaï tentait d'identifier son meurtrier. Pour reconstituer les allées et venues de la victime avant sa mort, les enquêteurs interrogèrent les employés qui travaillaient avec Ascosta au moment de sa disparition. Certains d'entre eux se rappelaient que la dernière fois qu'ils l'avaient vu, il avait eu une violente altercation avec un des ouvriers. Au cours de travaux de rénovation d'appartements à Waikiki, l'employé Ross Horton lui avait demandé plus d'argent que prévu pour terminer les travaux. Ascosta refusa de lui donner quoi que ce soit. Il alla même jusqu'à accuser Horton d'utiliser l'argent de l'entreprise pour s'acheter de la drogue. Après avoir nié ces accusations avec véhémence, Ross Horton quitta les lieux en trombe. Le lendemain, lorsque les ouvriers retournèrent à l'immeuble, ils ne trouvèrent aucune trace de Barry Ascosta. Ils remarquèrent toutefois une tache brun-rouge au sol. Ils crurent qu'il s'agissait d'une solution de nettoyage et n'y pensèrent plus. Les ouvriers acceptèrent de conduire les enquêteurs au chantier de construction en question à Waikiki. Même si presque 2 années s'étaient écoulées depuis l'incident, les détectives espéraient y trouver des preuves d'homicide. Des techniciens fouillèrent les lieux. Bien qu'on ait posé un nouveau carrelage et que les murs aient été repeints, ils parvinrent à trouver quelques infimes traces qui semblaient être du sang humain. Les échantillons furent recueillis et envoyés au labo pour analyse. Les experts comparèrent le profil génétique du sang trouvé dans l'appartement à des échantillons du sang de la victime. Les 2 codes étaient les mêmes. Barry Ascosta avait bel et bien connu une fin violente dans cet appartement.
Pour le détective Hal Fitchett du service des homicides, les preuves indirectes pointaient toutes en direction de Ross Horton. Notre objectif était maintenant de retracer ce Ross Horton. Certaines personnes que nous avons contactées ici à Hawaï ont pu nous dire où il vivait. J'ai suivi cette piste et j'ai pu retrouver son adresse. Ross Horton se trouvait à Oakland, en Californie. La police d'Oakland fut avisée. Dès que Horton se présenta à son travail, on l'arrêta et on le mit en détention provisoire. Les détectives d'Honolulu se rendirent en Californie pour interroger le suspect. Horton était très étonné que la police ait pu identifier Barry Ascosta après tout ce temps. Mis devant les faits, il avoua son meurtre. Horton déclara qu'après le départ des autres ouvriers sur le chantier de construction le jour de sa dispute avec Ascosta, il était revenu pour affronter son patron. Il devait trouver de l'argent pour s'acheter de la drogue. Mais lorsqu'Ascosta refusa de lui en avancer, il fut aveuglé par la colère. La dispute se transforma bientôt en bagarre qui dégénéra rapidement. Plus tard, au cours de la soirée, pour cacher son crime, Horton mit le corps de Barry Ascosta dans un coffre à outils et s'en débarrassa au bord d'une route. Un jury trouva Ross Horton coupable de meurtre au second degré et le condamna à la prison à vie. Les autorités ont pu identifier le corps de la victime et son meurtrier grâce à l'analyse des insectes de Lee Goff. En Oklahoma, les enquêteurs devraient eux aussi se fier à des insectes, cette fois pour détruire l'alibi d'un meurtrier. Au matin du 8 août 1993, dans la petite ville de Strode, en Oklahoma, une femme en route vers son lieu de travail fut envahie par une odeur pestilentielle. L'odeur provenait d'une pile de détritus devant la maison de son voisin. Elle examina les ordures, craignant que la puanteur n'attire la vermine. Quand elle aperçut une main humaine qui sortait des débris, elle appela le service d'urgence sans tarder. Les téléphonistes du poste de police découvrirent que la maison où le corps avait été trouvé appartenait à Lito Cisneros, un homme de 44 ans, et sa femme Linda Hall. Quand les policiers arrivèrent, ils fouillèrent les détritus. Sous une montagne de déchets, ils trouvèrent un corps inerte enveloppé dans une couverture. C'était un homme dans la quarantaine. À voir les coupures et les taches de sang sur son t-shirt, il avait été poignardé. Les techniciens recueillirent tous les détritus, de même que des larves de mouches qui recouvraient le corps. Des voisins confirmèrent que la victime était bien Lito Cisneros. Ils n'avaient pas vu sa femme, Linda Howell, ni le véhicule de Lito depuis un certain temps. Craignant qu'il y ait une autre victime dans la maison, les policiers entrèrent prudemment. Il n'y avait personne, pas même la femme de la victime. La détective Jackie Johnson du bureau d'enquête d'Oklahoma travaillait sur cette affaire. Quand nous sommes entrés dans la maison et que nous avons constaté qu'elle n'était pas là, nous étions très inquiets pour sa sécurité. La voiture avait disparu et nous craignons qu'elle soit une victime, elle aussi. La crainte des policiers était fondée. Dans la cuisine, il y avait des traces d'une violente bagarre.
Les techniciens remarquèrent des éclaboussures de sang sur les murs et le carrelage. Caché sous le réfrigérateur, on trouva un couteau à steak. On recueillit tous les indices et on les fit parvenir au laboratoire judiciaire pour analyse. Les autorités d'Oklahoma étaient confrontées à un cas de meurtre et à celui d'une personne disparue. On transmit immédiatement la description de la voiture de Lito à toutes les voitures de patrouille. Si on ne trouvait pas des réponses rapidement, il faudrait s'attendre au pire. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que Lito Cisneros était mort des suites de multiples coups de couteau à la tête et à la poitrine. Un couteau dont la lame mesurait 15 mm de large avait causé les blessures fatales. Le degré de décomposition du corps de Lito indiquait qu'il avait été tué quelques jours plus tôt, mais l'activité des insectes rendait difficile la détermination du moment précis de la mort. Des analyses subséquentes ne permirent pas de trouver d'indices sur l'identité du meurtrier. Les policiers firent appel aux experts judiciaires du bureau d'enquête de l'Oklahoma. Des analystes examinèrent le couteau trouvé sous le réfrigérateur. Sa lame était de la même largeur que celle qui avait causé les blessures fatales. Les techniciens n'y trouvèrent toutefois aucune trace de sang. De plus, quelqu'un en avait essuyé le manche et éliminé ainsi toute empreinte digitale. L'enquête risquait de s'embourber. La police de Stroud en Oklahoma détenait peu d'indices à propos du meurtre de Lito Cisneros, dont le corps avait été découvert sous une pile de détritus devant sa maison. La femme de la victime avait disparu, de même que sa voiture. Les autorités étaient à la recherche de réponses. Résolus à trouver une piste au plus vite, les enquêteurs interrogèrent les gens du quartier. Une femme se rappelait avoir aperçu Lito dans un bar le jeudi 4 août, soit 4 jours avant la découverte de son corps. Elle ajouta qu'il n'était pas seul. Selon elle, Lito et sa femme, Linda Howell, s'étaient violemment disputés, ce qui n'était pas rare. Linda s'était mise à insulter son mari, l'humiliant devant les autres clients. La femme avait même entendu Linda menacer de tuer Lito avant de sortir en trombe du bar. Lito l'avait suivie pour ne plus revenir. La femme déclara qu'elle ne l'avait pas revu depuis ce soir-là. Par contre, elle avait aperçu Linda Howell sortir de la ville au volant de la voiture de Lito quelques jours plus tard. Les enquêteurs n'avaient plus à craindre pour la sécurité de la femme de la victime. Voici la détective Jackie Johnson. Nous avons appris qu'on avait aperçu Linda 2 ou 3 jours après que Lito ait été vue pour la dernière fois. Nous savions donc qu'elle n'était pas en danger. De plus, on l'avait vue aussi dans la voiture de son mari. Le fait qu'elle ait quitté la ville en faisait toutefois une suspecte. Toutes les tentatives pour retracer la femme de Lito et sa voiture échouèrent. Une semaine plus tard, un fermier d'un comté voisin trouva une voiture abandonnée sur sa propriété. Suite à une vérification des plaques d'immatriculation, il apparut que le propriétaire de l'auto était Lito Cisneros. Selon le fermier, la voiture ne se trouvait là que depuis une journée. Linda Howell ne pouvait pas être très loin. Quelques heures plus tard, la police apprit que des amis de Linda vivaient à proximité de l'endroit où elle avait abandonné la voiture.
On fit surveiller le secteur. Après un court laps de temps, la tactique porta fruit. Les policiers remarquèrent une voiture qui traversait la petite ville. Une femme dont la description correspondait à celle de Linda Howell était assise à la place du passager. Lorsqu'on l'interrogea, elle admit être Linda Howell. Elle fut mise en détention provisoire et reconduite à Stroud. Lors de son interrogatoire, Linda reconnut que Lito et elle s'étaient disputés dans un bar dans la soirée du jeudi 4 août. Elle ajouta cependant qu'ils s'étaient réconciliés le lendemain matin. C'était le samedi 6 août. Il avait alors quitté la ville pour rendre visite à des amis. Quand elle avait constaté qu'il n'était pas de retour le lendemain, elle était partie de son côté voir des amis dans un comté voisin. Quelqu'un, semblait-il, tentait de faire croire qu'elle avait quelque chose à voir avec ce meurtre. Les enquêteurs ne crurent pas un mot de cette histoire. Pour prouver qu'elle avait tué son mari, ils devaient établir qu'il était déjà mort le 6 août, jour où Linda avait affirmé l'avoir vu en vie. Les seuls indices qui pouvaient permettre aux autorités d'établir le moment de la mort avec certitude étaient les insectes recueillis à même le corps de la victime. On envoya ces insectes à l'entomologiste Neil Haskell, professeur à l'université Saint-Joseph à Rensselaer, dans l'Indiana. C'est le détective Jackie Johnson du bureau d'enquête de l'Oklahoma qui a recueilli les indices entomologiques, principalement des asticots sur le cadavre. Nous pouvons nous servir de ces asticots, ces larves d'une espèce particulière de mouche, pour estimer le moment du décès d'un individu. Nous nous basons sur les étapes de croissance et de développement de ces insectes. Haskell a passé les 18 dernières années à examiner le lien entre les insectes et la décomposition des restes humains. Pour comprendre ce lien et pour connaître les cycles de vie des insectes sur un cadavre, il effectue la plupart de ses études sur des porcs morts de causes naturelles. En se basant sur ces études, Haskell en déduisit que les larves de mouches recueillies sur la scène du crime étaient dans leur 3e phase de développement, ce qui signifiait qu'elles approchaient bientôt de l'âge adulte. Pour déterminer le temps requis avant d'atteindre ce stade, Haskell consulta les données météorologiques au cours des jours précédant la découverte du corps. La chaleur accélère le processus de développement. Le froid fait exactement le contraire. Il constata qu'il n'avait pas fait assez chaud du 6 au 8 août pour justifier le stade avancé de développement. Cela signifiait que Lito n'avait pas pu mourir le 6 août comme Linda le soutenait. Sa mort était vraisemblablement survenue plus de 90 heures avant la découverte du corps, ce qui indiquait que le meurtre avait été commis à la fin de la soirée du jeudi 4 août, la soirée où Lito et Linda s'étaient disputés au bar. Du point de vue entomologique, la preuve a été facile à établir parce qu'il y avait des asticots au 3e stade de leur développement et que la température avait favorisé leur croissance et leur développement rapide. Cela nous a indiqué que la mort était survenue 96 heures plus tôt et non 36 heures. Ainsi, nous pouvions réfuter la déposition. Nous avons donc retenu l'intervalle de 96 heures, moment où la femme se trouvait avec son mari. Haskell communiqua ses résultats à l'agent Johnson. Linda Howell fut inculpée de meurtre.
Les policiers croient qu'après être rentrés du bar dans la soirée du jeudi 4 août, la dispute entre Linda Howell et Lito Cisneros s'est aggravée. Après l'avoir poignardé, Linda a tiré son corps jusqu'au bord de la rue et l'a caché sous des ordures. Elle l'a laissé là pour que le camion à ordures le ramasse quelques jours plus tard. Suite à l'analyse d'Haskell, Linda Howell a plaidé coupable de meurtre au second degré et a été condamnée à 25 ans de prison. La petite ville de Summit est située à 1 heure de route de Jackson, la capitale du Mississippi. Ce havre de paix offre une alternative à la vie effrénée de la capitale. En 1993, une famille choisit cet endroit pour prendre un peu de répit et s'offrir du temps de qualité. Dans la soirée du 16 décembre, la police reçut un appel de détresse. Un homme leur signala avoir trouvé des membres de sa famille morts dans sa maison de vacances isolée. On dépêcha sur les lieux des policiers du bureau du shérif de Pike County et de la patrouille des autoroutes du Mississippi. Michael Rubenstein, 50 ans, déclara aux agents qu'il n'avait pas eu de nouvelles de son gendre, Darrell Perry, âgé de 24 ans depuis un certain temps. C'était la raison pour laquelle il était venu de Louisiane pour le voir. Quand il entra dans la maison, Michael trouva Darrell et Annie, sa jeune femme de 22 ans, morts tous les deux. Crystal, la fillette de 4 ans d'Annie, était également morte. En entrant, les détectives furent frappés par l'odeur de gaz dans la maison. Dans le salon, ils trouvèrent les corps de Darrell et Annie Perry dans un état de décomposition avancé. Dans la pièce voisine se trouvait le corps de la petite Crystal gisant sur son lit. Les policiers recueillirent les corps et les envoyèrent au labo pour autopsie. Le lendemain, les enquêteurs de la patrouille du Mississippi se mirent à la recherche d'indices pour tenter de déterminer la cause de ces 3 décès. À l'exception de l'odeur de gaz qui régnait dans la maison, le détective Alan Applewhite trouva peu de réponses à ces questions. En raison de l'état de décomposition, il nous était impossible de déterminer la cause de la mort. Rien n'avait été déplacé dans la pièce. Il ne semblait pas y avoir eu de lutte. Il y avait 2 cadavres dans le salon, mais tout était resté en place. La police chercha des réponses auprès du médecin légiste. Le degré de décomposition et le développement des insectes trouvés sur les corps indiquaient que les 3 membres de cette famille étaient morts depuis au moins 2 semaines. Cela signifiait qu'ils étaient vraisemblablement morts au début du mois de décembre. Le coroner, qui croyait qu'une fuite de gaz pouvait avoir causé leur décès, commença une analyse plus détaillée. Presque tout de suite, il s'aperçut qu'il s'était trompé, qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Darrell Perry et sa femme Annie avaient reçu de multiples coups de couteau. Quant à la petite Crystal, on l'avait étranglée. Cette jeune famille, trouvée morte dans une maison isolée au Mississippi, avait été sauvagement assassinée. Après qu'on eut constaté que 3 membres d'une même famille avaient été victimes d'homicide, les policiers de Pike County au Mississippi retournèrent à la maison isolée où leurs corps avaient été découverts. Ils cherchaient maintenant des indices sur l'identité du meurtrier. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace d'entrée par effraction et toutes les fenêtres étaient encore verrouillées.
L'absence de traces de lutte ou d'entrée par effraction laissait croire que les victimes connaissaient sans doute leur meurtrier. Les enquêteurs espéraient obtenir des informations utiles de la part de la famille des victimes. Ils se rendirent en Louisiane pour y interroger la mère de Daryl Perry, Doris, et son mari Michael Rubenstein, l'homme qui avait trouvé les corps. Michael leur dit qu'il avait conduit la famille à cette maison isolée du Mississippi au début du mois de novembre. Son gendre, Daryl, et Annie, son épouse, avaient recommencé à vivre ensemble après une longue séparation. La fillette qu'Annie avait eue d'un premier mariage avait grandement besoin d'un père. Pour son bien, Daryl et Annie désiraient que leur couple fonctionne. Ils espéraient resserrer leurs liens en passant du temps ensemble. Michael leur avait alors offert de leur prêter sa maison au Mississippi. Il déclara qu'il avait parlé à Daryl au téléphone pour la dernière fois le 16 novembre. Daryl lui avait dit que tout fonctionnait à merveille. Mais un mois plus tard, sans nouvelles d'eux, Michael décida de retourner à la maison le 16 décembre. C'est alors qu'il trouva les 3 cadavres. Les Rubenstein ajoutèrent que pendant leur séparation, Annie avait fréquenté un certain Tony Harris, un vendeur de drogue. Harris avait la réputation d'être un homme violent. Les policiers retracèrent rapidement le suspect et le convoquèrent à un interrogatoire. Ce dernier nia savoir quoi que ce soit à propos des meurtres. De plus, il avait un alibi solide pour la première semaine de décembre, moment où les meurtres avaient vraisemblablement été commis. L'enquête était dans une impasse. Puis, quelques jours plus tard, David, le frère de Daryl Perry, vint s'entretenir avec la police. David croyait son beau-père, Michael Rubenstein, responsable des meurtres. Il ajouta que Daryl, Michael et lui-même étaient impliqués dans des fraudes d'assurance depuis plusieurs années. Connaissant Michael depuis longtemps, David n'avait aucun mal à le croire capable de tuer pour toucher la police d'assurance de son gendre. David nous a confié que Rubenstein, Daryl et lui, en plus d'autres membres de la famille, étaient impliqués dans des fraudes. Rubenstein tirait principalement ses revenus de montants d'assurance qu'il touchait. David nous a parlé d'un décès lors d'un accident de chasse qui avait coûté la vie à l'associé de Rubenstein en 1979. Les enquêteurs remontèrent cette piste et examinèrent le dossier de la mort de l'associé de Rubenstein établi en 1979. Selon les documents de la cour, Rubenstein avait accidentellement fait feu sur son associé au cours d'une partie de chasse et l'avait tué. On n'avait alors porté aucune accusation criminelle. Mais, par une étrange coïncidence, 2 semaines avant l'accident, l'associé avait nommé Rubenstein l'unique bénéficiaire de son assurance vie. Lorsque ce dernier avait voulu toucher le montant, la compagnie d'assurance avait refusé de le payer. Il avait alors décidé de les traîner en cour. En vertu de la loi de l'État, si l'assuré venait à mourir moins de 2 ans après avoir signé les papiers, la compagnie d'assurance se réservait le droit de ne pas verser le montant aux bénéficiaires. En apprenant le jugement, Rubenstein devint fou de rage. Croyant avoir trouvé un suspect et un mobile au triple homicide, les détectives interrogèrent d'autres membres de la famille. Ils apprirent que Rubenstein avait pris une assurance de 250 000 $ sur la vie de la petite Crystal. La police avait pris effet 2 ans et 2 mois avant la découverte du cadavre de l'enfant. Ce hasard était certes incriminant, même s'il ne prouvait pas la culpabilité du suspect. Nous connaissions maintenant un mobile probable du meurtre, la police d'assurance d'un montant de 250 000 $. Mais ce n'était pas suffisant pour convaincre le procureur du district de prendre l'affaire en main.
Lorsque les détectives examinèrent les dépositions des témoins, ils constatèrent qu'un détail leur avait préalablement échappé. De nombreux voisins de la maison où les victimes avaient été trouvées mortes avaient aperçu Rubinstein en ville le 16 novembre. Le suspect avait pourtant déclaré qu'il n'était pas allé à la maison avant la mi-décembre, moment où il avait découvert les cadavres. Pour prouver son implication, les enquêteurs devaient découvrir si les 3 membres de la famille étaient morts au cours de ce voyage de Rubinstein au Mississippi et non au début décembre, comme le médecin légiste l'avait affirmé. Pour mettre un peu d'ordre dans ces informations contradictoires et établir formellement le moment de la mort, les détectives s'adressèrent au réputé anthropologue judiciaire William Bass de l'université de Knoxville au Tennessee. Depuis plus de 30 ans, Bass a mené de nombreuses études sur sa propriété d'un peu plus d'1 hectare qu'on appelle la Body Farm. Il utilise les cadavres de personnes qui ont donné leur corps à la science. C'est un expert en matière de décomposition humaine. Dans le monde judiciaire, on nous demande souvent de déterminer le temps écoulé entre la mort et la découverte du corps. Pour ce faire, nous devons connaître le temps requis du processus de décomposition et ses divers stades. Afin de le déterminer, nous devons examiner les corps en décomposition et savoir combien de temps cela prend. Nous tenons compte des divers facteurs comme la température, le développement des insectes et ainsi de suite. Cela nous permet de déterminer ensuite le temps pris par le processus de décomposition. Les larves de mouches photographiées sur la scène du crime avaient environ 14 jours, ce qui laissait présumer que les membres de la famille étaient morts au début de décembre. Mais il manquait plusieurs facteurs à cette hypothèse. Lorsque Bass examina les dépouilles et prit en compte la température, il en conclut que le degré de décomposition des victimes indiquait qu'elles étaient mortes 1 mois avant leur découverte le 16 décembre. Après avoir examiné les photos de la maison où les corps avaient été trouvés, Bass croyait être en mesure d'expliquer les informations contradictoires. Les asticots avaient bien 14 jours de maturité, mais nous étions face à 2 facteurs simultanément. Ces corps se décomposaient à l'intérieur d'une maison et les mouches se trouvaient à l'extérieur. Cela a pris quelques jours aux mouches avant de commencer à sentir l'odeur des cadavres en décomposition et puis de trouver une façon d'entrer dans la maison et d'aller pondre leurs œufs sur les corps. Une fois tous ces éléments soupesés, Bass arriva à la conclusion que les victimes étaient mortes entre 25 et 35 jours avant la découverte de leur corps. Cela fixait le moment de la mort à la mi-novembre, soit exactement au moment où Rubinstein avait été aperçu près de la maison. En se basant sur l'analyse de Bass, les autorités du Mississippi disposaient maintenant d'assez de preuves pour arrêter Michael Rubinstein. On l'inculpa des 3 meurtres. La police croit que lorsque les problèmes financiers de Michael sont devenus trop lourds, il a comploté le meurtre des membres de sa famille pour tirer profit de leur mort. Le 16 novembre 1993, 2 ans après avoir pris une assurance vie au nom de la petite Crystal, âgée de 4 ans, il s'est rendu à la maison où Darrell, Annie et l'enfant passaient du temps ensemble. Il a brutalement assassiné cette jeune famille. Michael Rubinstein, 50 ans, a été condamné à 2 peines d'emprisonnement à vie pour avoir poignardé Darrell et Annie Perry. Pour le meurtre de la petite Crystal, il a été condamné à mort. Certains meurtriers sont passés maîtres dans l'art d'effacer toute trace de leur présence sur une scène de crime. Mais la nature dispose de façon bien à elle pour laisser des indices.
Les entomologistes judiciaires peuvent donner un souffle nouveau à une enquête et prouver qu'un meurtre a été commis en examinant les indices laissés par les prédateurs et les parasites.